À quoi ressemble Nantes pendant la Seconde Guerre mondiale? Si le front est loin, l'agitation et l'inquiétude sont très vite palpables. Surtout, la suprématie militaire allemande est indiscutable. Paris tombe le 14 juin 1940. 5 jours après, c'est Nantes qui est déclarée ville ouverte. Quand la Wehrmacht arrive dans les rues de Nantes, certains lui tournent déjà le dos. La commandanture s'installe en plein centre de la ville, place Foch. Une occupation administrative bien rodée va se mettre en place. L'objectif de la Feldkommandantur est de veiller à la bonne application de la collaboration en leur inférieur, de veiller à l'ordre public, mais également de protéger ses soldats. Dès le départ, il y a des mesures symboliques. Par exemple, le changement d'heure. Nantes est calée sur l'heure de Berlin. On change de trottoir. Il y a des trottoirs pour les Allemands, des trottoirs pour les Français. De cette époque sombre, on a très peu de clichés. Sylvain de Fleurieu a contourné la difficulté en allant puiser dans les archives des vétérans allemands. Colorisée spécialement pour la publication de son livre, elle donne une idée plus précise de l'oppression qui régnait alors. Oui, j'ai découvert une photographie intéressante où on voit 2 sentinelles au cœur de la Feldkommandantur, dans l'antre de la Feldkommandantur. Donc ce sont des photographies qui sont rares parce qu'elles pouvaient être prises uniquement par des soldats allemands. Ils faisaient des concerts place Gralin, place Royale, un peu partout, pour envahir, entre guillemets, encore un peu plus la cité. Michel Porcheret avait 14 ans au moment de la déclaration de la guerre. Avec sa famille, elle a passé toute la période de conflit à Nantes. En octobre 1943, elle est embauchée à la mairie, au service des cartes de rationnement. Ce que j'entends, c'est le bruit des bottes. Le bruit des bottes. Et leur air. Leur air. Ils nous narguaient, vous savez. Fallait les voir, fallait les voir. Il y a des mots dont je me souviens. C'est Raoust, Hartung, Hartung. Ça résonne encore dans mes oreilles. Très vite, les Nantais ont trouvé les Allemands extrêmement antipathiques. Bon, c'était l'ennemi héréditaire, mais les Nantais ont eu faim, de plus en plus faim, et plus ils avaient faim, plus ils détestaient les Allemands. Le 20 octobre 1941, 2 résistants tirent sur le lieutenant-colonel allemand Hotz, qui s'effondre. En représailles, 2 jours après, 48 otages sont fusillés, des civils, ouvriers, employés, médecins. Ils avaient de 17 à 58 ans. C'est la première fois que les Allemands ont fait un vrai carnage de civils en public, ce qui a traumatisé les Nantais et ce qui ont fait qu'après les 48 otages, les Nantais ont absolument détesté les Allemands encore plus qu'avant. Avec son port, ses infrastructures, Nantes est un objectif stratégique pour les Alliés. Dès 1941, la ville subit des bombardements, mais c'est en septembre 1943 que les frappes sont les plus rudes. Sur 2 jours, des milliers de bombes larguées sur la ville feront plus de 1400 morts. Le 16 septembre 1943, les sirènes ont retenti. C'est là que je me souviens très bien être allé le lendemain. C'était épouvantable. La rue du Calvaire était en feu, la place du Commerce. Tout était écroulé, puis les flammes. Et place du Commerce, il y avait des fiacres à l'époque, les cochers par terre, les chevaux éventrés. C'est seulement à la fin de l'année 1943 que la victoire des Alliés semble se dessiner. Ils coordonnent leurs forces et débarquent sur les plages de Normandie le 6 juin 1944. Le temps est comme suspendu, les Nantais espèrent, mais doutent encore de tout. Après le débarquement en Normandie, Patton avance sur la Bretagne et libère Châteaubriand le 4 août. Les Allemands sont pris de panique et quittent la ville immédiatement. Puis ils se ravisent et reviennent pour miner le port de Nantes, pour miner les ponts et pour organiser la destruction de tout ce qui pourrait servir de près ou de loin aux Alliés. L'arrivée des Américains à Carquefou se répand dans la ville. Mais Nantes pense encore ses plaies. Suite aux bombardements alliés, beaucoup de femmes et d'enfants ont été évacués à la campagne. Sur les 200 000 habitants que comptait la cité des Ducs avant-guerre, il n'en reste que 60 000. Vers 11h30, le matin, ils arrivent, les Américains, par le rond-point de Rennes. En nom de là, tout le monde a plié bagages. Et nous sommes allés au Pont-Morand. Les femmes montent sur les chars, les Américains donnent des chewing-gums aux enfants. Souvent, les Nantais découvrent des nouveaux vocabulaires comme hockey. Le mot hockey n'existait pas avant. Ah ben, je suis allé les acclamer
Et c'est là qu'ils nous ont demandé, qu'ils nous ont lancé des gâteaux, des chewing-gums, des cigarettes, des gâteaux. Vous vous rendez compte que j'avais été nourrie avec des rutabagas, moi, depuis 1 an et demi. On n'avait plus d'électricité, on n'avait plus de gaz. Non, mais c'était épouvantable la vie qu'on a eue. Il n'y a plus de couvre-feu imposé par l'occupant, c'est terminé, on peut circuler à sa guise, mais doucement quand même. Doucement quand même. La police de Nantes n'est pas tout à fait démantelée encore et il y a toujours la crainte réelle d'un retour de l'occupant. La poche de Saint-Nazaire est à proximité, donc il y a quand même certaines mesures militaires qui sont toujours en place. Ouais, je n'ai rien contre les troufions allemands. J'en ai après la guerre, parce que la guerre c'est une horreur. Nantes a payé un lourd tribut. Après 4 années d'occupation, la ville se libère du joug des Allemands. C'est une ville martyre du fait des otages assassinés, des bombardements, mais aussi une ville héroïque par sa résistance. Alors quand De Gaulle veut remettre la France debout, Nantes est l'une des villes symboles. Il s'y déplace le 14 janvier 1945 pour remettre à la ville la croix du Compagnon de la Libération. À ce moment, une véritable liesse s'empare de la population. Plus de 30 000 personnes vont l'acclamer et le suivre dans les rues.